Très bien, tout le monde, bienvenue à nouveau sur Candace Vivek. Il se passe beaucoup de choses parce que nous nous rapprochons de plus en plus de novembre. Eh bien, Trump a été interviewé par l'Association nationale des journalistes noirs. Au fait, qui savait que ça existait? Pourquoi avons-nous besoin d'une Association nationale des journalistes noirs? Pourquoi pas simplement des journalistes? Je ne sais pas. Je suis folle. Bref, il a été excellent. Les médias sont furieux parce qu'il a dit ce que nous pensons tous un peu, à savoir, depuis quand Kamala la marxiste est-elle devenue noire? En plus, plus tard dans l'émission, je vais vous parler de Ballerina Farm. Vous savez de quoi je parle? Le compte Instagram, la tradwife qui inspire tout le monde. Eh bien, elle a commis l'erreur de s'ouvrir à une journaliste de gauche qui, sans surprise, déteste la vie de Anna et pense qu'elle est prisonnière du mariage et des enfants. Et Anna a maintenant publié une réponse et je vais donner ma réponse à sa réponse ainsi qu'à la journaliste. Grosse histoire. On va en parler. Mais d'abord, il faut qu'on parle d'Israël parce que, je ne sais pas, les médias insistent pour qu'on parle d'Israël et qu'on soutienne Israël. Eh bien, nous avons tous entendu les rumeurs selon lesquelles les détenus palestiniens, et quand je dis détenus, je parle de personnes qui n'ont pas été arrêtées, jugées ou passées par le système judiciaire. Ils sont simplement retenus, vraisemblablement pour être interrogés. Eh bien, nous avons entendu des rumeurs selon lesquelles ils étaient soumis à la torture et à des viols. Et il s'avère que ces rumeurs sont vraies. Je vais donc attendre que tous mes collègues podcasteurs et politiciens chrétiens condamnent cela, qu'ils prennent la parole pour dénoncer cela. Pourquoi ai-je l'impression que je vais attendre très longtemps? Longtemps. Pourquoi donc? Parlons-en. C'est ce qui vous attend dans Candace. Mon Dieu, je sais déjà que je vais avoir beaucoup de problèmes pour cet épisode, principalement parce que tout le monde dans les médias sait, et je l'ai dit à mon précédent emploi, qu'il faut être radicalement pro-Israël, et sinon, ils vont s'en prendre à toute votre vie, essayer de vous faire virer, se réjouir de votre licenciement et en même temps insister sur le fait que c'est parce qu'ils sont des victimes, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, j'ai été frappée par cette relation très particulière entre l'Amérique et Israël, où nous sommes censés être conservateurs, censés être pro-vie. Beaucoup d'entre nous sont censés être chrétiens. Vous savez, certaines personnes se disent conservatrices sans être chrétiennes. D'accord, très bien. Mais ceux d'entre nous qui affirment l'être devraient l'être dans toutes les situations. Et l'injonction, l'exigence, comme je l'ai dit, c'est qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose en Israël, tout le monde doit utiliser sa plateforme pour s'exprimer. Vous vous souvenez de cela, d'ailleurs, lorsque Piers Morgan, lors de cette interview d'1 heure et demie qu'il a faite avec moi, m'a demandé « Pourquoi n'avez-vous pas immédiatement publié un tweet le 7 octobre pour condamner ce qui s'est passé ?» Et je lui ai dit « Eh bien, non seulement je l'ai condamné à plusieurs reprises dans mon émission, mais aussi, pourquoi serais-je obligé de publier une déclaration sur mon fil Twitter dans les 5 secondes simplement parce que je suis chrétien ?» Et je lui ai demandé « Tu sais qu'il se passe plein de choses concernant les chrétiens en ce moment dans le monde. » Choisis un pays, une ville, un endroit, le Nigeria, le Canada, des églises qui sont incendiées jusqu'aux fondations. Est-ce que tu poses la même question aux commentateurs juifs et aux conservateurs juifs quand quelque chose se passe au Nigeria? Est-ce que tu leur poses ces mêmes questions à propos de l'Arménie? Et puis, il a été très content de passer à autre chose parce que, bien sûr, il ne le fait pas. Donc oui, nous avons vu ces vidéos. Elles étaient horribles, des enfants tués, assassinés par des bombes en Palestine. Nous avons vu de nombreuses vidéos d'églises chrétiennes bombardées et anéanties. On nous dit qu'il y a un tunnel sous chacune d'entre elles. Et donc, la seule façon, je suppose, d'atteindre ces tunnels ou de les bloquer, c'est de bombarder ces endroits jusqu'à les réduire en poussière. Et en même temps, on nous dit que si tu as un problème avec ça, si tu as un problème avec le fait que des enfants innocents soient tués, alors tu es pro-Hamas, ce qui est absurde. Et puis, nous avons commencé à entendre des rapports de personnes qui étaient simplement rassemblées, détenues et torturées. Et on nous disait que ce n'était pas vrai. C'était de la propagande du Hamas, même si des publications israéliennes l'avaient confirmé. Alors, je veux vous montrer le tweet de ce type avant tout. C'est ça, je vais faire défiler vers le bas jusqu'à ça. Son nom, et j'espère que je le dis bien, je ne le dis probablement pas bien, est Shael Ben Ephraim. Il est l'animateur de l'émission Histoire de la Terre d'Israël. Podcast. C'est un écrivain indépendant, un éditeur, et il est extrêmement sioniste, extrêmement pro-israélien. Et je suppose qu'il est arrivé au moment où il ne pouvait plus faire cette chose.
Et ce dont je parle, c'est de mentir continuellement ou de prétendre que vous êtes aveugle à ce qui se passe. D'accord? Et il a écrit ceci. Il a écrit « Je me sens stupide et honteux ». En mai, un reportage a été publié sur CNN détaillant les abus de Taiman. C'est une prison qui se trouve en Israël. Ensuite, le New York Times a publié son propre article à ce sujet. Les deux étaient étayés par des sources israéliennes, croisées avec des sources palestiniennes. Je les ai rejetés parce que mes sources gouvernementales et les médias israéliens les niaient. Toute ma vie, on m'a dit que les médias internationaux en voulaient à Israël, qu'ils étaient tous antisémites. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point on m'a menti. Par mon pays, par mes amis, par mes médias. Aujourd'hui, beaucoup de personnes à qui j'ai parlé et qui niaient ces allégations ont admis qu'elles étaient vraies. Et le pire, c'est que rien de tout cela n'est révélé parce que l'armée israélienne et le gouvernement ont changé d'avis à ce sujet. Cela sort au grand jour parce que la pression du Royaume-Uni, de la CPI et de la CIJ devenait trop forte pour être ignorée. Cela pourrait mettre Netanyahou et le chef d'état-major dans de sérieux ennuis. Alors, ils ont finalement dit la vérité, à savoir qu'Israël torture régulièrement des détenus, que les abus sexuels y sont assez courants, que des personnes ont été torturées à mort. Le pire, c'est que beaucoup de personnes dans cet établissement étaient innocentes, arrêtées par erreur, mais il n'y avait aucun véritable processus de vérification avant qu'elles ne soient soumises à cet enfer sur Terre. Cela ne peut pas continuer. Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Pour moi, cela me montre qu'il existe, bien sûr, un seuil auquel certaines personnes décident de ne plus abandonner leur humanité. Je ne vais plus voir cela en me demandant si c'est un Israélien ou un Palestinien. Je vais simplement dire que le mal reste le mal, peu importe la situation. C'est tout. Peu importe. Je me fiche de la religion que tu pratiques. Je me fiche de ta race. Je me fiche de ton origine ethnique. Il est inacceptable que des personnes détenues soient violées, soient sodomisées. Et c'est exactement ce qui se passe. Et l'histoire qu'il vous raconte est exacte. Comme je l'ai dit au départ, nous avions entendu parler de cela parce que le Bureau des droits de l'homme de l'ONU avait publié un rapport alléguant que les détenus retenus par Israël depuis le 7 octobre avaient été soumis à la torture, ce qui incluait la simulation de noyade, la privation de sommeil, les décharges électriques et le lâcher de chiens. Vous vous souvenez de ça? Les gens parlaient du fait que les chiens étaient lâchés sur eux et d'autres formes de mauvais traitements. Et encore une fois, c'est devenu trop évident pour qu'ils ne reconnaissent pas que cela s'est produit. Et donc, ils ont ensuite arrêté, le tribunal militaire de Tzahal a arrêté 8 soldats réservistes soupçonnés de graves abus sexuels sur le détenu palestinien. Et donc, ce qui s'est passé par la suite, selon Tzahal, c'est que les soldats étaient soupçonnés de sodomie aggravée. C'est une accusation équivalente au viol, à des blessures corporelles dans des circonstances aggravantes, à des abus dans des circonstances aggravantes et à une conduite indigne d'un soldat. Certains des suspects étaient également soupçonnés d'agression et d'entrave au travail des agents publics. Comme je l'ai dit, cette enquête n'a vraiment été lancée qu'après qu'une pression suffisante ait été exercée de l'extérieur, pas parce qu'ils pensaient simplement que c'était moralement inacceptable que cela arrive à un détenu. Alors, je me demande juste où est la communauté chrétienne, parce qu'on entend ça très souvent. On entend des gens qui ressemblent à des robots. Ils disent tous la même chose. Ce n'est pas réfléchi, n'est-ce pas? C'est, vous savez, Israël est notre allié le plus proche. Israël sera toujours notre allié. C'est une déclaration absurde et stupide à faire à propos de n'importe quel pays dans le monde. D'accord. Je soutiens le Royaume-Uni. Mon mari vient du Royaume-Uni. Je serais vraiment idiot de dire un jour, de prononcer la phrase « Le Royaume-Uni sera toujours notre ami et allié », parce que cela pourrait changer. Le Royaume-Uni pourrait nous bombarder. J'espère qu'ils resteront nos alliés, mais bien sûr, je ne ferai pas cette déclaration à moins d'y avoir été conditionné. Faire ce genre de déclaration autant que je me sens obligée de faire ce genre de déclaration. C'est insensé, non? Israël a l'armée la plus morale du monde. Cela te semble-t-il moral? Ces gens sont trop des robots. Tu ne vas pas revenir là-dessus parce que beaucoup d'entre eux sont en politique et ils connaissent les conséquences de dire quoi que ce soit contre l'État d'Israël. Nous avons tellement de souveraineté nationale que des personnes qui ont une tribune, des gens qui gagnent des millions de dollars par an, refusent de condamner quelque chose d'aussi moralement scandaleux. Que sodomiser des personnes contre qui aucune charge n'a même été retenue, ils n'y arrivent pas, d'accord, parce qu'ils sont lâches. Je ne suis plus pour ça parce que je veux être un vrai chrétien. Je veux être un vrai chrétien. Je ne veux pas être un faux chrétien.
Je ne veux pas être chrétien jusqu'à ce que... Et ce qui m'a en partie amené à ce moment, et j'en suis d'ailleurs reconnaissant, c'est d'avoir reconnu que tant de personnes avec qui j'avais l'impression d'avoir évolué en politique n'avaient pas cette clarté morale, ne pouvaient vraiment pas dire, parce que c'est vrai, qu'il est mal que des enfants israéliens innocents, des citoyens israéliens innocents soient tués, soient assassinés, soient victimes de terrorisme, mais ils ne pouvaient pas le dire pour les Palestiniens. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et quelqu'un m'a dit que c'était le sionisme chrétien. C'est qu'ils ont plus d'allégeance envers Israël. Israël peut faire tout ce qu'Israël veut faire. Et ils croient que leur Bible leur dit que Dieu bénira ceux qui bénissent Israël. Et peu importe ce que fait Israël. Et d'ailleurs, Israël en a fait beaucoup. N'abordons même pas l'affaire de l'USS Liberty, car être d'Israël signifie que vous n'avez jamais à présenter d'excuses, même lorsque vous tuez des civils américains. D'accord? J'imagine que la CIA ne va jamais déclassifier. Ces discussions que le premier ministre israélien Ben Gurion avait avec JFK avant qu'il ne soit assassiné. Donc, nous n'avons même pas à poser cette question parce que c'est notre ami et notre allié. Et donc, nous ne devrions poser aucune question sur quoi que ce soit qu'ils font, quoi qu'il arrive. Je veux dire, Israël a été impliqué dans tellement de choses, et pourtant, on n'a jamais le droit de dire autre chose que c'est notre meilleur ami et allié, avec un pistolet figuratif et parfois littéral sur la tempe. Et j'en ai vraiment assez parce que qu'est-ce que le sionisme chrétien? Qu'est-ce qui, dans votre Bible, vous dit qu'on doit donner des milliards de dollars à ce pays alors qu'ils ne veulent même pas nous rendre nos pédophiles? De quoi suis-je en train de parler? Vous ne le savez pas? Vous devriez chercher ça. Et peut-être que Skylar, tu peux le retrouver à temps, pendant qu'on est en direct. Il y avait une organisation juive incroyable en Amérique qui traquait. Ils ont cette politique. Si vous commettez un crime en Amérique et que vous fuyez ensuite en Israël, ils ne vont pas permettre à l'Amérique de vous extrader. Et donc, il y avait plein de gens, beaucoup de pédophiles, des hommes qui violaient et sodomisaient des enfants. D'accord? Mais heureusement pour eux, parce qu'ils pouvaient fuir en Israël, ils n'étaient jamais extradés pour leurs crimes. Donc, il y a une organisation juive qui a fait un reportage approfondi là-dessus, une enquête approfondie sur ce sujet, et ils les ont suivis. Ils sont allés en Israël, et ils ont traqué ces personnes, et ils ont dit « c'est ridicule ». Pourquoi ne ramenons-nous pas ces pédophiles pour qu'ils soient jugés en Amérique? Aucune réponse. Aucune réponse. J'imagine que parce qu'ils sont notre ami et allié, ils ont le droit de protéger des pédophiles de l'extradition vers l'Amérique pour répondre de ce qu'ils ont fait aux enfants. C'est ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, on doit leur donner de l'argent pour ça. On pourrait penser que si je te donne 1 milliard de dollars, tu vas forcément me livrer mes criminels. Non, ça ne marche pas comme ça. Et si tu as un problème avec ça, eh bien, tu sais comment ça se passe, tu es un antisémite. C'est tout. Si tu veux que les pédophiles soient obligés de répondre de leurs actes et soient ramenés d'Israël, tu es un antisémite. C'est ce que j'entends. Encore une fois, qu'est-ce que le sionisme chrétien? D'accord. Qu'est-ce que le sensationnalisme dispensationaliste? En quoi ces gens croient-ils? Et donc, quand j'ai commencé à faire des recherches, je me suis dit, il existe cette chose appelée la Bible Scofield. La plupart des gens ne savent pas parce que tu grandis, tu vas à l'église baptiste dans le sud et tu lis la Bible, et la Bible a des annotations. Et puis tu as un pasteur qui t'explique ce que signifient tous ces versets, la Bible du roi Jacques. Et voici ce que signifie ce verset, tu peux en être sûr. Et tu ne t'arrêtes jamais pour te demander, mais qui a fait ces annotations? Qu'est-ce qui a inspiré Scofield à faire ces annotations? Bien sûr, au moment même où j'ai eu à cœur de commencer à parler de cette Bible en particulier, cela m'a pris beaucoup de temps parce que je ne souhaite pas offenser d'autres chrétiens. Je ne veux pas offenser les personnes qui, en grande partie, ont contribué à tout ce que j'ai traversé et à cette force qui m'a ramené à la foi catholique. Je dois une grande partie de ma carrière à tant de chrétiens à travers le monde qui m'ont soutenu depuis le tout début. Et donc, j'ai eu du mal à savoir comment aborder cette conversation. Et j'ai réalisé qu'il n'y a jamais de bon moment pour dire la vérité aux gens. Et bien sûr, au moment où j'ai décidé de dire la vérité aux gens, j'ai alors, vu que Tucker Carlson avait invité John Rich, l'artiste country John Rich, et croyez-le ou non, il y a seulement quelques semaines, il parlait de la Bible Scofield. Écoutez. Avez-vous entendu parler d'une Bible Scofield? Oui, je l'ai fait. D'accord. Donc C.I. Scofield était fondamentalement un étudiant de John Darby et il a adopté cette partie de la doctrine et il l'a incorporée dans la Bible. C'était la première Bible jamais réalisée qui comportait des notes d'études.
Nous avons maintenant toutes sortes de Bibles avec des concordances, des notes d'études et toutes sortes de choses, mais c'était le premier jamais réalisé. C'est devenu si populaire. Tous les chrétiens le lisaient, tous les ministres le lisaient. Et cela continue aujourd'hui à cette seconde précise. Mon propre père, lorsqu'il est allé au séminaire et qu'il voulait devenir pasteur, ils lui ont dit « Assure-toi d'avoir une Bible Scofield maintenant quand tu viens en classe. Ayez votre Bible Scofield. » La Bible de Scofield a également adopté toute la philosophie de John Darby, selon laquelle les chrétiens ne seront plus là lorsque les mauvaises choses commenceront à se produire. Et la plupart des chrétiens croient encore cela. En fait, beaucoup de mes amis chrétiens qui vont regarder cette interview se disent probablement en ce moment même « Attendez une minute. Maintenant, attendez. » Il s'agit donc d'une riposte à une doctrine qui existe depuis près de 200 ans. Le problème avec cette doctrine, c'est qu'il y a plusieurs passages dans la Bible qui parlent de ce qui va se passer avant le retour de Jésus-Christ sur terre. Quand il reviendra, c'est à ce moment-là que ce que nous appelons l'enlèvement se produira. Le mot « enlèvement » n'apparaît nulle part dans la Bible. Il est question de nous être enlevés avec lui et retirés d'ici, puis la colère ultime est déversée sur cette planète. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Donc, cela n'est pas sujet à débat. La question est, que se passe-t-il avant cela? C'est une bonne question à poser, non? Pour une raison quelconque, personne ne prêche jamais à ce sujet. Ils ne veulent pas parler de tout ce qui se passe avant. Alors, puis-je simplement lire si nous avons le temps? C'est pour ça que j'aime l'idée de cette interview. Oh, moi aussi. Mais juste pour être clair, ce que tu dis, c'est que la théologie de la Bible Scofield est trompeuse. Je dis que, de la même manière que les médias prennent une situation factuelle, la déforment et en donnent une version, ce à quoi nous sommes tous confrontés chaque jour. La même tactique exacte a été utilisée en 1830 par John Darby. Et devine à qui il était lié, d'ailleurs, les Rothschild. Intéressant, ouais. Il était lié à la famille Rothschild à l'époque où il a utilisé exactement la même tactique et a déformé cela. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça. Ça a marché parce que ça a pris de l'ampleur, et je veux dire, c'était le cas. Il y avait des églises qui apparaissaient partout juste après ça. Je dis que, moi y compris, mon propre père aussi pendant longtemps, c'est ce que nous avons cru également. Mais quand on commence vraiment à relire ligne par ligne ce qui est dit à propos des événements qui mèneront au retour de Jésus, c'est-à-dire au moment de l'enlèvement, c'est l'inverse de ce que John Darby a affirmé. Je ne le savais pas, mais d'une certaine manière, ça ne me surprend même pas un peu. Et il y a encore plus. D'ailleurs, il y en a vraiment beaucoup plus. Et je suis reconnaissant que John ait dit tout cela publiquement. Et je vais certainement l'inviter dans l'émission pour en parler en profondeur. Et il a dit beaucoup de choses importantes à ce sujet. Donc ce qui s'est passé, comme je l'ai dit trop de fois, c'est que l'histoire est tout simplement effacée, seconde après seconde. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passait dans ce pays au début du 19e siècle. D'ailleurs, moi non plus, je n'en avais aucune idée. Je n'ai même pas envie de vous parler comme si j'étais tellement instruit que j'en sais plus que vous, parce que je pensais exactement la même chose que tout le monde. Je croyais que ce que j'apprenais à l'Église était réel, authentique et représentait la véritable histoire. Et c'est vraiment lors d'une étude avec un prêtre, en fait, l'année dernière, qu'il m'a regardé et m'a dit « Vous savez, vous, les Américains, vous ne savez rien. Vous ne savez tout simplement rien. » Et il a dit « Vous ne savez même pas que votre pays a été fondé par une bande de francs-maçons. » Les francs-maçons sont allés là-bas et ils se sont battus pour l'Amérique. Et l'un d'eux a gagné, n'est-ce pas? L'un des groupes de francs-maçons a remporté l'Amérique. Et la vérité, c'est que l'Église catholique a été approchée par des sionistes et elle a été approchée par Theodor Herzl en Italie. Il est allé voir Theodor Herzl, la personne à qui l'on attribue la fondation d'Israël, et il voulait que l'Église catholique soutienne leur prise de contrôle d'Israël. Maintenant, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, les gars. On parle de 1904. Et l'Église catholique a dit à Theodor Herzl d'aller se faire voir. Et ça, c'était un problème pour les chrétiens n'allaient pas les soutenir dans la prise de contrôle d'Israël. Alors, ils ont élaboré un plan. Ils se sont dit, eh bien, si nous ne pouvons pas obtenir le soutien des catholiques, nous pouvons certainement obtenir celui des protestants. Et ils ont financé, je parle des sionistes, la Bible de Scofield. Scofield lui-même était en réalité un homme horrible. Il était alcoolique. Il y a cette histoire que l'on entend à propos de lui, comme quoi il aurait eu un moment d'illumination. Non, il a quitté sa femme et ses enfants. Il s'est en quelque sorte retrouvé à Dallas où il a rencontré des francs-maçons.
Ils l'ont présenté à Sam Untermyer, qui est surtout connu, je suppose, pour avoir fait chanter Woodrow Wilson afin qu'il nomme le juge à la Cour suprême, Louis Brandeis. En gros, il a fait chanter Woodrow Wilson pour obtenir la nomination de Louis Brandeis à la Cour suprême. Et Samuel Untermyer a permis à ce type, Schofield, d'entrer au Lotus Club. Le Lotus Club était un club remarquablement juif à New York. La majorité du club était composée de personnes juives soutenant la cause sioniste. Sorti de nulle part, ce pauvre homme, ce pauvre pasteur, a soudain assez d'argent pour être financé à l'étranger. Et il rencontre leurs amis qui dirigent l'Oxford University Press. Et il lui offre un contrat d'édition avant même que le livre ne soit écrit. Et il va faire des annotations sur une Bible. Et puis il a passé quelque temps en Suisse au moment même où se tenait le congrès sioniste en Suisse. Et soudain, il lui a fallu seulement quelques années après avoir serré la main de l'Oxford University Press, un homme qui n'avait aucune expérience. Il n'était même pas diplômé d'université, n'avait aucune expérience professionnelle, et décroche un contrat d'édition si important que soudainement il commence à imprimer cette Bible, qui comporte, comme l'a dit John Rich, des annotations. On est censé croire que Schofield a écrit cela. Combien de temps cela te prendrait-il si tu devais mettre des notes pour chaque verset de la Bible? À quelle vitesse pourrais-tu faire cela? C'est incroyable à quelle vitesse il l'a fait. Et soudain, parce que c'était financé par des sionistes, c'est devenu la Bible la plus massivement imprimée. Voilà l'histoire de la Bible Schofield. Voilà la véritable histoire cachée de la Bible Schofield. John Rich ne ment pas. Je n'ai jamais parlé de cela avec John Rich et je ne vous mens pas, d'accord? Je ne vous mens pas. Et ce qu'ils ont décidé de faire là-bas, c'était de faire bouillir la grenouille, de prendre la version King James de la Bible et d'y ajouter essentiellement des annotations sur la façon dont les gens devraient la lire. C'est un mot enlevé ici, un mot enlevé là. Et la prochaine chose que vous savez, les gars, vous n'allez pas le croire, mais le sionisme chrétien est né. C'est tout. C'est la vérité. C'est la réalité. C'est ainsi que le sionisme chrétien est né en Amérique. On l'attribue à la Bible Schofield. Et c'est un problème pour moi. C'est un problème pour moi quand je regarde autour de moi et que je vois des gens dont je sais qu'ils sont formidables, dont je sais qu'ils aiment le Seigneur et qui s'arrêtent. Qui défendront la vie toute la journée, mais qui s'arrêteront si la question concerne Israël. Je fais maintenant la blague que, vraiment, je pense qu'Israël pourrait faire n'importe quoi. Je veux dire vraiment n'importe quoi. Et les sionistes chrétiens diraient simplement « Oh, Dieu bénira ceux qui bénissent Israël ». Regardez cet article, par exemple. D'ailleurs, je vous montre cet article. Ils ont réussi à le retrouver ici. C'était dans CBS News. Cela concernait les pédophiles. Vous l'avez pour l'afficher, les gars? Ah, vous avez l'info ici, oui, dans CBS News, sur le fait qu'on n'a pas le droit de récupérer nos pédophiles. Et si vous parlez à un sioniste chrétien, il ne dira rien à ce sujet. Et donc, je voulais ouvrir cette discussion parce qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'Église catholique a décidé de ne pas soutenir la création de l'État d'Israël. Et encore une fois, cela précède la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles je pense que l'Église catholique a tenu la chandelle à tous les niveaux, préservant l'histoire et invitant les chrétiens à découvrir leur propre histoire, invitant les chrétiens à apprendre même comment Israël est devenu un État, parce que les rouages étaient déjà en marche bien avant la Seconde Guerre mondiale, d'accord? Les rouages ont été mis en marche par Moses Montefiore et James Church. En 1840, après la disparition d'un prêtre catholique, d'accord? À Damas, c'est la réalité. C'est simplement la vérité. Et si je dois être la seule personne à avoir une tribune et le courage de le dire, alors qu'il en soit ainsi, d'accord? Je ne sers pas les politiciens. Je ne sers pas l'AIPAC. Je ne sers pas l'argent. C'est un péché d'avoir ce point de vue. Avoir peur des gros titres négatifs. Et cela me pousse à me demander, croyez-vous vraiment en la foi chrétienne? Est-ce que vous vous soumettez vraiment à la foi chrétienne? Si tout ce qui vous importe, c'est l'instant présent, l'argent, les bons titres dans la presse, si tout ce qui compte pour vous, c'est le travail et la carrière, alors il me semble que tout ce en quoi vous croyez, c'est cette vie-ci. Ce n'est tout simplement pas la personne que je pourrais être. Je ne pourrai jamais être cette personne. Et je me fiche de ce que je pourrais perdre. Je pense que vous avez probablement compris cela au fil du temps, parce que ce qui se passe en ce moment en Israël et ce qui s'est passé en Israël par le passé est injuste.
Très bien, sur ce point, alors que nous parlons du sujet de la vie et de la préservation de la vie, je tiens à vous remercier. J'ai vu certains d'entre vous me taguer, vous qui buvez maintenant du café 7 Weeks, et c'est une entreprise incroyable qui s'aligne parfaitement avec notre mission en tant que conservateurs et chrétiens. Comme je vous l'ai dit, c'est une entreprise de café pro-vie. Ils ont pour mission de financer le mouvement pro-vie. Une tasse de café à la fois. Et pourquoi utilisent-ils le nom 7 Weeks? Eh bien, à 7 semaines de développement, un bébé a la taille d'un grain de café, et c'est la première fois qu'un battement de cœur est clairement détecté à l'échographie. C'est pourquoi ils reversent 10% de chaque vente les services d'échographie dans les centres d'aide à la grossesse. Et le café, c'est le meilleur. Je suis très exigeant. Et ce café coche toutes les cases. Il est sans moisissure, sans pesticides, cultivé à l'ombre, peu acide et issu de l'agriculture biologique. En plus, il provient du top 1 à 2% des meilleurs grains au monde. Alors voici ce que vous devez savoir. 7 Weeks Coffee lance une nouvelle initiative passionnante appelée « Buvez plus de café, sauvez plus de Vivec ». Exclusivement pour mes auditeurs, lorsque vous vous abonnez, vous économiserez 15% et recevrez un tote bag « Buvez du café, sauvez des vies » gratuit avec votre première commande. Mais ce n'est pas tout. Exclusivement pour mon audience, utilisez le code CANDAS et vous économiserez 10% supplémentaire, ce qui vous fait un total de 25% de réduction sur votre première commande. Alors rendez-vous sur 7weekscoffee.com et utilisez le code CANDAS pour économiser jusqu'à 25%. Très bien les amis, passons maintenant, je suppose, à des nouvelles plus joyeuses. J'ai cru être heureuse en voyant Trump faire ça. J'adore simplement l'honnêteté. C'est là où j'en suis dans ma vie en ce moment. Je veux juste être honnête. Et je ne peux pas vous dire, je sais que vous avez commenté Candace. Tu as l'air tellement heureuse et tellement libre. Oui, c'est vrai. Je me sens tellement libre parce que je m'en fiche maintenant. Je me dis, je sers le Seigneur. Je vais dire la vérité. Quand je me trompe, je vais m'excuser. Et c'est tout. C'est tout. J'adore quand les gens radicalement honnêtes. J'ai adoré ça chez Trump. Tu savais tout était mis en place ici, n'est-ce pas? C'est comme s'il reçoit l'appel, tu sais, de l'Association nationale des journalistes noirs. Il a probablement pensé, je ne savais même pas que ça existait. Je pense qu'on aurait juste besoin d'une association des journalistes. Nous sommes une culture où il n'y a que de l'identité partout. Et lui, il se dit, oui, bien sûr, je vais le faire parce que c'est une bonne chose. J'ai fait tant de choses. Je pense qu'il doit se dire que pour les Afro-Américains, ils vivaient mieux sous ma présidence, donc je veux leur faire passer le message. Piège. C'est toujours un piège. Tu sais qu'ils vont faire le truc habituel, bon, notre chère Kamala, on la préfère. Bref, laissez-moi juste vous montrer un extrait de l'installation immédiate, la toute première question posée à Trump et comment il a répondu, parce que c'est magnifique. Écoutez bien. Monsieur le Président, nous vous remercions vraiment de nous accorder 1 heure de votre temps. Je voudrais commencer par aborder l'éléphant dans la pièce, monsieur. Beaucoup de gens ont estimé qu'il n'était pas approprié que vous soyez ici aujourd'hui. Vous avez propagé de fausses affirmations à propos de certains de vos rivaux, de Nikki Hollywood à l'ancien président Barack Obama, en disant qu'il n'était pas né aux États-Unis, ce qui est faux. Vous avez dit à 4 congressistes de couleur, qui étaient pourtant citoyennes américaines, de retourner d'où elles venaient. Vous avez utilisé des mots comme animal et lapin pour décrire des procureurs noirs. Vous avez attaqué des journalistes noirs, les traitant de perdants, disant que les questions qu'ils posaient étaient, je cite, stupides et racistes. Vous avez dîné avec un suprémaciste blanc dans votre complexe de Mar-a-Lago. Alors ma question, monsieur, maintenant que vous demandez aux électeurs noirs de voter pour vous, pourquoi les électeurs noirs devraient-ils vous faire confiance après que vous ayez utilisé un tel langage? Eh bien, tout d'abord, je ne pense pas qu'on m'ait déjà posé la question d'une manière aussi horrible. Première question, vous ne dites même pas bonjour. Comment allez-vous? Vous êtes avec ABC? Parce que je pense qu'ils sont un réseau de fausses informations, un réseau terrible. Et je trouve que c'est honteux, car je suis venu ici avec de bonnes intentions. J'aime la population noire de ce pays. J'ai fait tellement de choses pour la population noire de ce pays, y compris en matière d'emploi, y compris les zones d'opportunité avec le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud. J'adore ça. Honnêtement, la seule chose qui aurait pu être mieux, c'est s'il l'avait juste regardé et dit « Tu as traité les journalistes noirs de perdants et d'impolis. » Et ce que j'aime là-dedans, c'est qu'il traite tout le monde de la même façon. Il s'en fiche. Peu importe si tu es un journaliste noir qui pose une question ou un journaliste espagnol qui pose une question, si tu essaies de le piéger et que tu te comportes comme un perdant, il va te le faire remarquer.
Comme je l'ai déjà dit, c'est pour ça que j'adore Thomas Sowell, parce qu'il dit que tellement de gens se sont habitués à un traitement de faveur, tellement habitués à un traitement de faveur, que quand ils sont traités comme tout le monde, ils ont l'impression d'être discriminés. N'est-ce pas? Donc, ils se sont discriminés par Trump parce qu'ils ont eu droit à un traitement spécial. Comme si tu étais un journaliste noir. Donc, tu es dans cette catégorie où personne ne peut te dire quoi que ce soit d'offensant. En fait, tu peux simplement les offenser, eux. Et c'est exactement ce qu'elle fait. Elle l'offense, n'est-ce pas? Elle essaie de faire semblant d'être journaliste. Elle ne l'est pas. C'est une activiste. Et en d'autres termes, elle l'accuse d'être raciste en soulignant ce qu'il a dit aux Noirs, sans mentionner qu'il a dit bien plus, et probablement bien pire, à des journalistes blancs, n'est-ce pas? Donc elle essaie simplement d'orienter son public pour qu'il voit tout comme une preuve de la discrimination en cours. Et j'adore le fait qu'il reste le même, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'accent noir ici. Il n'essaie pas de se faire aimer de la salle en cherchant à s'identifier à eux ou en lâchant quelques rimes de hip-hop. Elle est juste là, genre, ouais, et toi aussi t'es un loser. Tu es impoli. Je suis là. J'ai pris du temps pour toi. Ne me traite pas comme ça. Et c'est ce Trump-là que j'aime. Vraiment. Ce que j'aimais chez lui, c'est que peu importe devant qui il se trouve, il reste toujours le même Donald Trump, qu'on l'aime ou qu'on le déteste. J'ai tendance à aimer cette version de lui. Et ça devient encore mieux parce que ensuite elle pose des questions sur Kamala, la marxiste, et Obama le noir. Et ça s'est, je dirais, mieux passé que prévu. Écoutez ça. Pensez-vous que Vivek, président Kamala, la marxiste, n'est sur le ticket que parce qu'elle est une femme noire? Eh bien, je peux dire que maintenant, je pense que c'est peut-être un peu différent. Donc, je la connais depuis longtemps, indirectement, pas vraiment directement. Et elle a toujours revendiqué son héritage indien et ne mettait en avant que l'héritage indien. Je ne savais pas qu'elle était noire jusqu'à il y a quelques années, quand elle s'est soudainement présentée comme noire. Et maintenant, elle veut être reconnue comme noire. Alors je ne sais pas, est-elle indienne ou est-elle noire? Elle a toujours été identifiée comme une personne noire. Je respecte l'un ou l'autre, mais elle, manifestement, non. Parce qu'elle était indienne depuis toujours, puis tout à coup, elle a changé et elle est devenue une personne noire. Pensez-vous qu'elle est noire? Je pense que quelqu'un devrait aussi se pencher là-dessus quand vous posez une question dans une ville très hostile et désagréable. J'adore juste la façon dont il dit « noir ». Il est vraiment génial. Enfin, voyons. Et c'est là où je me dis, je déteste la façon dont le gauchisme a transformé les Noirs en quelque chose que nous ne sommes pas, genre, on sait que c'est drôle. D'accord. On sait que c'est hilarant. Est-elle indienne ou est-elle noire? Tu sais, je l'ai toujours connue comme une femme indienne. Maintenant, elle est noire. Je ne sais pas. Je trouve les deux drôles de toute façon. Mais est-elle noire ou indienne? C'est objectivement drôle. Et c'est la même question que tout le monde se pose, à savoir, qui cette fille est-elle en train d'imiter? Maintenant, c'est Kamala du quartier. Personne ne reconnaît cette Kamala. Et comme je l'ai dit, pendant toute sa carrière politique, elle était très à l'aise d'utiliser sa carte indienne, de porter un sari. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Et voilà. Et soudainement, je ne sais pas, elle s'est juste dit « Non, ma fille, je suis clairement noire » et elle a commencé à sortir ses expressions. Donc, c'est Kamala qui devrait nous insulter, pas Trump, parce que lui, il reste authentique. OK, le Trump qui est dans cette pièce, c'est un Trump dans une salle remplie de blancs, de noirs, de personnes métisses. C'est ce que j'exige de n'importe quel politicien. Pour moi, je veux juste savoir que tu vas t'exprimer de la même façon. Je pensais à quel point ça aurait été bizarre si Vivek avait essayé de parler avec un accent noir. Parce que tu sais, j'adore Vivek. Je le soutiens énormément. Je suis fan de lui et j'ai fait campagne avec lui dans l'Iowa. J'ai trouvé que ce serait la chose la plus étrange si, quand Vivek m'a rencontré, il parlait avec un accent noir. Je vais exiger de Vivek qu'il me parle avec un accent noir. Je veux entendre Vivek parler comme Kamala. Et imagine juste qu'il dise genre « meuf dans ses rues ». Ouais, non, il ne ferait jamais ça. Et Kamala ne devrait jamais faire ça non plus. Et j'adore que Trump soit prêt à dénoncer ça. Et comme je l'ai dit, c'est cette version de Trump qui lui rapporte le plus de voix, quand il traite simplement les gens comme ils méritent d'être traités. Maintenant, on sait tous ce qu'elle est vraiment, évidemment, ses parents étaient marxistes. Kamala est une marxiste. Si elle est élue sur la base de la couleur de sa peau, eh bien, peut-être que les Noirs devraient parler aux Cubains et leur demander comment le marxisme a fonctionné pour eux. Parler aux Vénézuéliens en ce moment et à tout ce qu'ils ont traversé depuis la mise en place du socialisme. Parce que c'est en quelque sorte le plan directeur pour l'Amérique. La transformer en un pays socialiste. Nous nous en rapprochons de plus en plus, c'est pourquoi je tiens à remercier mon prochain sponsor de cette émission, Total Twins.
Vous savez que j'adore absolument ces livres. Désolée pour le bruit. Je viens de réaliser que mon téléphone est posé dessus. Mais c'est une entreprise qui cherche vraiment à toucher les enfants, à essayer de leur enseigner. Tous ces concepts qui semblent trop complexes, on se dit qu'on ne peut pas les expliquer à un enfant. Et nous devons nous assurer que les idées marxistes ne saturent pas notre société, car elles sont déjà présentes à l'école et dans les médias, et elles influencent nos enfants impressionnables, ce qui est clairement l'objectif. Les Tuttle Twins ont un tout nouveau livre intitulé le 14e de leur série, appelé Les Tuttle Twins et les médailles du mérite. Ethan et Emily Tuttle découvrent de nouvelles règles étranges lors de leur compétition d'athlétisme qui désavantagent les meilleurs athlètes, permettant aux athlètes moins doués de remporter toutes les médailles. Vous savez à quel point j'aime Thomas Sowell. Il fait une apparition dans le livre pour enseigner aux jumeaux la philosophie du marxisme, ce qui est la raison pour laquelle vous devriez absolument acheter ce livre. Il leur explique pourquoi le marxisme ne fonctionne pas, à quoi il ressemble de nos jours et comment nous pouvons contribuer à empêcher qu'il n'infecte notre société. Ce petit personnage, d'ailleurs, s'appelle Candace. En ce moment, vous pouvez obtenir les 14 livres, y compris les médailles du mérite, à un prix spécial sur TuttleTwins.com/Candace. La réduction pour mes spectateurs sera appliquée lors du paiement et vous ne paierez que 85 $ pour plus de 750 pages entièrement illustrées. Alors, s'il vous plaît, soutenez-les, soutenez vos enfants et soutenez The Candace Show. Passez votre commande sur TuttleTwins.com/Candace. Très bien, les amis, il faut qu'on parle de Ballerina Farm. Je pense que vous écoutez ce podcast, vous assemblez les pièces du puzzle, n'est-ce pas? Et vous vous rendez compte que tout, surtout parce que nous avons parlé du franquisme, ce en quoi ils croyaient, qui était une inversion de la foi catholique. Ils détestèrent les catholiques et voulaient détruire vous savez, catholique, juste pour que vous le sachiez, cela signifie universel. Ils voulaient détruire l'Église chrétienne universelle. Et si vous voulez essayer de tordre et de renverser tout ce qui se trouve dans la Bible, alors vous comprenez qu'il faut détruire la famille. C'est un principe marxiste. Et donc, j'ai été assez choquée que Ballerina Farm opérait un peu sous le radar. Donc, si vous ne savez pas qui elle est, et en gros, elle était ballerine. C'est pour ça que ça s'appelle Ballerina Farm. Elle a quitté Juilliard, y a rencontré son mari, et ils ont décidé de quitter la ville pour vivre à la campagne. Regardez comme ils sont mignons. Regardez cette photo d'eux. Ils sont adorables. Franchement, on ne peut pas détester ces gens. C'est juste impossible, à moins d'être de gauche, à moins d'être marxiste. Et tu te dis, je ne vois que du bonheur. Et parce que je vois du bonheur, je dois le détruire. Voilà, ce sont les méchants d'aujourd'hui Et les plus grands méchants, bien sûr, ce sont les femmes. Les femmes qui n'ont pas d'enfants, pas de famille. C'est pourquoi J.D. Candace avait raison. Et j'espère qu'il ne s'excusera pas. Il ne s'excuse jamais pour ce qu'il a dit à propos du fait que nous ne voulons pas que des femmes à chat et des vieilles filles dirigent la société. Parce qu'elles ont en elles une forme particulière de haine. Le mal chez les femmes, c'est différent. Tu vois ce que je veux dire? Quand les femmes décident de devenir mauvaises, c'est juste différent. C'est différent. Elles complotent. C'est ça la différence. Comme les chats contre les chiens. Un chien fait une bêtise. C'est comme, oh, c'était un peu un accident. Je sais, mais les femmes, elles sont comme des chats qui s'assoient là et se disent, comment puis-je détruire? Au fait, j'adorais mon chat qui est décédé il y a quelques années, mais je la voyais mijoter, genre « je suis fâchée contre toi et je vais réfléchir pendant 3 jours à comment ruiner ta vie. » Donc on avait cette sorte de vieille dame au chat, mais en réalité c'était une jeune journaliste qui s'appelait Meg Agnew. Et elle écrit pour le Times du Royaume-Uni. Elle est britannique. Et elle voyait tellement de bonheur sur son fil Instagram qu'elle ne le supportait pas. Alors, elle a pris contact comme une journaliste. Elle devait sûrement être très gentille dans ses emails. J'ai vu comment ces articles à charge se passent. C'est pour ça que je n'autorise jamais les journalistes chez moi, parce que je pense que c'est une sorte de viol. Je n'essaie même pas d'être dramatique. Laissez un journaliste entrer chez vous, penser que tout va bien, être gentil avec lui présenter vos enfants, puis le voir sortir et essayer de détruire votre famille. Vous vous dites « Oh, c'est une invasion, et la pire des invasions. » Donc je ne fais pas ce genre de truc du style « Oh, j'adorerais venir chez vous. » Non, c'est ce que je dis aux journalistes. Vous n'êtes pas autorisé, vous ne rencontrerez pas l'enfant. Vous n'aurez même pas un verre d'eau. Je reconnais une vieille dame à chat quand j'en vois une, d'accord? Meg est jeune, mais c'est la voix qu'elle prend. Bref, Ballerina Farm l'invite. Ils pensent tous que l'interview s'est bien passée. Et bien sûr, cette femme avait en gros déjà écrit l'article dans sa tête. Et son thème, c'est que les femmes qui disent en ligne qu'elles sont heureuses avec leur mari et leurs enfants, évidemment, doivent forcément souffrir. Je dois juste découvrir comment elles souffrent.
Et elle écrit cet article et je vais juste vous en lire quelques extraits parce que c'est presque comique tellement c'est évident. Au fait, je ne vous ai pas dit, Ballerina Farm, son vrai nom c'est Anna Neilman et son mari s'appelle Daniel Neilman. Et l'article, elle va lire quelques lignes ici. Anna prend le bébé à son mari. Elle ne quittera pas le coffre de Neilman pendant les 4 heures qu'ils ont passées ensemble. Oh mon Dieu! Pendant 4 heures, Hannah Neilman a tenu son bébé dans ses bras. Dun dun dun, ça empire, ça empire. Elle continue donc et parle de l'existence d'autres épouses traditionnelles influentes, notamment Nara Smith, un mannequin mormon de 22 ans qui compte 4 millions d'abonnés sur Instagram, qui parle d'une voix si douce qu'elle donne l'impression d'avoir subi un lavage de cerveau par une secte. Dun dun dun. Et puis, elle écrit « Beaucoup de femmes que je connais qui ont et veulent une vie totalement différente sont accros à tout cela, tandis que d'autres se le font servir par un algorithme comme s'il nous préparait à la soumission. » Oui, bien sûr, on nous prépare. Par un algorithme pour vouloir se marier et avoir des enfants. C'est peut-être la seule raison pour laquelle les gens choisissent le style de vie d'Anna Neilman. Donc, elle dit qu'elle pose une question sur le fait qu'ils aiment ou non l'étiquette de tradwife. Et voici ce que Hannah Neilman a répondu. Nous étions déjà ensemble. Je suis désolée, c'est ce que Daniel a répondu. Nous étions déjà ensemble à faire ce que nous faisions, répond Daniel à la place. Et puis, l'étiquette de tradwife est arrivée. On n'y peut rien. C'est ce que nous sommes. Si nous sommes un trad dad, une tradwife, ainsi soit-il. Neilman, cependant, pense autrement. Je cite, « Je ne m'identifie pas forcément à cela, dit-elle, parce que nous sommes traditionnels dans le sens où c'est un homme et une femme. Nous avons des enfants, mais j'ai vraiment l'impression que nous ouvrons beaucoup de voies qui n'ont jamais été tracées auparavant. » Donc, elle donne déjà l'impression qu'elle et son mari ne sont pas d'accord et que son mari ne fait qu'intervenir dans cette interview. Elle fait ça tout au long. Mais il est clair que lorsque cette femme a pris contact, elle a demandé à interviewer les deux. Et donc le mari et la femme se sont présentés ensemble. Elle pose des questions. Ils lui donnent tous les deux des réponses. Et ils ne sont pas en désaccord. Ces deux déclarations ne sont pas contradictoires. Il dit « Ouais, on est juste mariés. On n'a jamais vraiment pensé à nous comme à une tradwife. Mais si c'est comme ça que les gens appellent ça, et alors? » Et elle dit « Ouais, je ne m'identifie pas à ça. Ce n'est pas une identité, mais c'est la vie que nous menons. » En réalité, il n'y a aucun conflit entre ces deux déclarations. Mais elle continue dans ce récit parce qu'elle voulait donner l'impression que son mari prive Hannah Neilman de sa voix. Elle cite ensuite Hannah Neilman qui parle de sa vie à 17 ans lorsqu'elle était danseuse de ballet. Elle dit, je cite, « Mon objectif, c'était New York City. Je suis partie de chez moi à 17 ans et j'étais tellement excitée d'y aller. J'adorais cette énergie et j'allais devenir ballerine. J'étais une bonne ballerine. » Elle marque une nouvelle pause. Mais je savais que lorsque je commencerais à avoir des enfants, ma vie commencerait à changer. Elle continue ensuite dans l'article pour faire croire que, oui, la petite ballerine n'a jamais pu devenir la première du casse-noisette parce qu'elle a choisi de devenir maman à la place. Et je n'arrive tout simplement pas à croire qu'elle ait fait ça. Non, laissez-moi juste ramener un peu de réalité ici. Tout le monde a des rêves à 17 ans avant d'avoir des enfants. Et puis évidemment, vos rêves évoluent et prennent une autre forme. Quand j'avais 17 ans, je voulais être journaliste. J'ai déménagé à New York et je me suis dit, je veux être rédactrice pour un magazine prestigieux. Je veux écrire pour le magazine Glamour. C'était mon rêve ultime. C'est absurde de dire, eh bien, maintenant que Candace est mariée et a des enfants, ce qui est la meilleure partie de chaque journée. Eh bien, clairement, Candace Owens souffre. Ça doit être ça, elle doit souffrir parce que, vous savez, elle n'écrit pas pour 2 sous de l'heure pour le magazine Glamour. Non, sa vie est devenue plus grande, sa vie est devenue meilleure. Et puis, elle a cette citation sur la façon dont il a usé de ses relations et a réussi à monter dans un avion de JetBlue. Son père possède JetBlue. Et ils ont commencé leur premier rendez-vous. Et puis, elle écrit ceci, Hannah Neilman. « Nos premières années de mariage ont été vraiment difficiles. Nous avons beaucoup sacrifié, dit-elle. Mais nous avions cette vision, ce rêve. » Et Daniel l'interrompt. « Nous l'avons toujours. » Quel genre de sacrifice, je lui demande. Eh bien, j'ai abandonné la danse, ce qui a été difficile. On abandonne une partie de soi, et Daniel a renoncé à ses ambitions professionnelles. Puis la journaliste écrit, je regarde l'immensité, et je ne suis pas tout à fait d'accord. Daniel voulait vivre dans le grand Ouest sauvage, alors ils l'ont fait. Il voulait être agriculteur, alors ils le sont. Il aime les soirées en amoureux 1 fois par semaine, alors ils y vont. Ils ont une babysitter ces soirs-là. Il ne voulait pas de nourrice à la maison, donc il n'y en a pas. Le seul espace réservé à Neilman elle-même, une petite grange qu'elle voulait transformer en studio de danse classique, a finalement servi de salle de classe pour les enfants.
Je veux dire, ça me rend vraiment malade. C'est comme si elle n'avait jamais vu une relation qui fonctionne. Ce qu'elle ne comprend pas à propos du mariage, c'est que deux deviennent un. Mon mari et moi, je vous le promets, nous avons maintenant le même cerveau. On se coupe la parole parce qu'on termine les phrases de l'autre. Si jamais quelqu'un était autorisé à entrer chez moi, je n'autoriserais jamais un journaliste à entrer chez moi et qu'il s'asseyait pour nous interviewer, ce serait exactement comme ça. Nous parlerions tous les deux, nous nous couperions la parole parce que nous ne voyons pas ça comme se couper la parole. Nous voyons cela comme le fait de se compléter l'un l'autre. Et malheureusement, avec ces féministes radicales, elles ne comprennent pas cela. Elles n'ont aucune idée de la beauté de cela, de la beauté qu'il y a à entrer dans une vision où deux personnes deviennent littéralement une seule, où lui a des ambitions de carrière, où elle a des ambitions de ballet, puis où une vision plus grande, presque divine, de la famille se présente à eux et où ils réalisent qu'aucune de ces choses n'aurait compté. Rien de tout cela n'aurait eu le sens de ce que nous faisons maintenant. Rien de tout cela n'aurait jamais pu aboutir à l'épanouissement que nous ressentons aujourd'hui. Et elle fait remarquer à quel point elle est fatiguée. Oui. Être parent est épuisant, mais c'est une forme d'épuisement qu'on ne peut pas décrire, car elle vous emplit d'une telle gratitude et d'un tel sens. Donc, je veux d'abord vous faire écouter cette journaliste, car elle a mené quelques interviews par la suite, et vous comprendrez exactement quel genre de personne elle est. Écoutez-la. En tant que femme, on nous a vendu à tort ce mode de vie auparavant. Vous savez, cette vie domestique parfaite, harmonieuse, heureuse, du genre, n'êtes-vous pas chanceuse de pouvoir rester à la maison avec vos enfants et de vous occuper de la maison? Il y a cette peur profonde chez beaucoup de femmes que, oh mon Dieu, ça recommence. Ça recommence simplement sous une autre forme. Et cette forme, c'est les réseaux sociaux et Instagram. Pensez-vous qu'elle est heureuse? Oui, je le pense. Je crois qu'il y a eu beaucoup de spéculations en ligne depuis. Je pense qu'elle est très fatiguée. Je pense que lui aussi. Et ce qui m'a vraiment frappé, c'est à quel point ils ont peu de temps l'un comme l'autre pour eux-mêmes. Mais j'imagine que c'est ça. Elle suppose que cela doit être ça, la parentalité. Le concept de ne pas vivre uniquement pour moi, de partager sa vie avec quelqu'un, de s'accomplir, puis d'avoir des enfants, ça lui fait juste peur. Vous savez, elle parle, certaines femmes ont simplement peur, elles ressentent de l'anxiété quand elles vont en ligne et voient une famille heureuse, et elles se demandent, ça doit être un sale algorithme qui essaie de m'asservir en me disant de me marier et de devenir heureuse avec des enfants. Mon Dieu, quel algorithme terrible c'est. C'est incroyable. Elles ne peuvent pas reconnaître à quel point elles sont dérangées. Elle est dérangée, ce n'est pas de sa faute. Je suis sûre cette journaliste Meg Agnew est une femme gentille. Elle a simplement été fortement endoctrinée par le système scolaire et j'espère qu'il ne sera pas trop tard pour qu'elle se rende compte à quel point elle se trompe en ce moment, n'est-ce pas? Ce n'est pas un algorithme, oui, c'est épuisant, mais comme je l'ai dit, c'est tellement gratifiant. Je veux enfin vous montrer ceci parce que Anna Neilman était évidemment très bouleversée et choquée. Je ne sais pas pourquoi elle était choquée, mais c'est comme ça que sont les journalistes de nos jours. Ils gagnent votre confiance. Ils entreront chez vous et mentiront sur tout ce qui s'est passé et ils vous envahiront de cette manière. Oui, cela ressemble vraiment à une invasion, mais elle s'est exprimée sur Instagram avec quelques notes pour clarifier sa propre position. Écoutez bien. Il y a quelques semaines, un journaliste est venu chez nous pour en savoir plus sur notre famille et notre entreprise. Nous pensions que l'entretien s'était très bien passé, très similaire à la dizaine d'autres interviews que nous avions données récemment. Cependant, nous avons été stupéfaits en découvrant l'article publié qui nous a choqués, nous et le monde entier, car il s'agissait d'une attaque contre notre famille et mon mariage, me présentant comme une femme opprimée et mon mari comme le coupable. C'est totalement faux. Rien de ce que nous avons dit lors de l'entretien ne laissait entendre une telle conclusion, ce qui me fait penser que l'angle choisi était prédéterminé. Pour Daniel et moi, notre priorité dans la vie, c'est Dieu et la famille. Tout le reste vient après. Le plus beau jour de ma vie a été celui où Daniel et moi nous sommes mariés, il y a 13 ans. Ensemble, nous avons créé une entreprise à partir de rien, nous avons mis au monde 8 enfants et nous avons toujours fait passer notre mariage en priorité. Nous sommes coparents, co-PDG, changeurs de couches, nettoyeurs de cuisine et preneurs de décisions ensemble. Nous ne faisons qu'un et je l'aime encore plus aujourd'hui qu'il y a 13 ans.
nous avons encore beaucoup de rêves à accomplir. Nous n'avons pas fini d'avoir des enfants. Nous sommes impatients que notre nouveau magasin à la ferme ouvre et j'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve pour la suite. Mais pour l'instant, je fais ce que j'aime le plus. Être mère, épouse, femme d'affaires, agricultrice, amante. Tout ce que je peux dire, c'est un tonnerre d'applaudissements, un grand bravo à toutes les mamans qui sont épuisées, comme je le suis, qui ont eu des enfants à la suite, comme moi, et qui peuvent enfin voir leur vie se dérouler sur Instagram. Plutôt que de voir des femmes se déshabiller, parler de féminisme, parler de vie intérieure, faire semblant d'être heureuses alors qu'elles vendent leur corps pour des likes et des clics, on peut voir une maman qui est fatiguée, mais épanouie. Vous faites toute l'œuvre du Seigneur. Et c'est pourquoi, lorsque Press Morgan m'a posé cette question ce jour-là sur la personne que j'admire à Hollywood, j'ai donné ma réponse et je la pensais vraiment. Les mères au foyer. Voilà. Parce que vous faites le travail le plus important, veillez à ce que les enfants soient élevés correctement, car ils sont l'avenir. Et l'État n'aime pas ça. C'est un État qui contrôle ses journaux, qui envoie des journalistes écrire des articles à charge contre les mamans parce qu'elles sont fatiguées. D'accord. Oui, on est fatigué. Et alors, c'est leur angle d'attaque. Et ça n'aura aucune importance parce que, oui, on a vraiment l'impression, exactement comme elle l'a dit. C'est juste, c'est le temps de Dieu. Je ne sais pas, les gars, je le ressens. Je ressens l'esprit d'Hollywood. C'est juste le temps de Dieu. Et si vous comptez vous y opposer, je ne pense pas que vous devriez probablement changer d'avis pour rejoindre la bonne équipe. C'est tout ce que j'ai à dire. Très bien, les amis, avant de répondre à certaines de vos questions, et il y en a beaucoup, et je vais passer à ces super chats, je tiens quand même, pour finir, à remercier Tax Network USA. Je connais beaucoup de gens qui sont dépassés par leurs arriérés d'impôts. Vous savez quoi? Je vais juste ne pas y penser et espérer que l'IRS ne m'arrête pas pour ces déclarations non déposées. Eh bien, devinez quoi? Ils ont embauché, merci Biden, 20 000 nouvelles personnes. Ils ont renforcé les contrôles depuis la fin des programmes d'aide COVID. Ils reçoivent tout cet argent gratuit et maintenant ils vont traquer les Américains, envoyant des millions d'avis de paiement en 2024. Donc, si vous écoutez ceci et que vous vous inquiétez des méthodes de recouvrement de l'IRS, il n'est pas nécessaire de les affronter seuls. Tax Network USA peut vous aider, Tax Network. USA est la principale société de secours fiscal du pays, avec une expérience de négociation de plus d'1 milliard de dollars de réduction d'impôts pour ses clients. Ils offrent une gamme de services, y compris la remise de pénalités, des programmes pour situations difficiles, où il se peut que vous n'ayez rien à rembourser jusqu'à l'expiration de votre dette fiscale. Ils proposent même des solutions de compromis pour des règlements en une seule fois. Donc, que vous deviez 10 000 $ ou 10 millions, leur équipe d'experts est prête à vous aider. Gérer les affaires avec l'IRS sans aide professionnelle est extrêmement risqué. Alors, protégez votre sécurité financière en sollicitant les conseils de Tax Network USA. Leurs experts vous fournissent des conseils stratégiques pour réduire ou éliminer votre dette fiscale. Pour planifier une consultation gratuite, appelez le 1-800-240-5-6000 ou rendez-vous sur tenusa.com. /Candace. Ne laissez pas les tactiques agressives de l'IRS contrôler votre vie. Prenez le pouvoir avec Tax Network USA. Prenez le contrôle de votre avenir financier. Rendez-vous sur tenusa.com /Candace. Très bien, les amis, voyons ce qui se passe dans le chat. Soyez gentils. Soyez juste gentils. Tout le monde. Je plaisante. Vous n'êtes pas obligé d'être gentil. Je peux encaisser. Maggie écrit « Merci de m'avoir ouvert les yeux sur ce qui se passe dans ce pays. Je lis chaos et c'est fou, tout ce que je ne savais pas. » Merci beaucoup, Maggie. Et je veux remercier tous ceux qui soutiennent l'émission et nous permettent de dire la vérité, d'être indépendants et de ne pas dépendre des médias d'entreprise sur locals.com, candaceowens.com ou en nous soutenant en achetant des produits dérivés. Théoriciens du complot, tous ceux qui soutiennent l'émission. C'est la raison pour laquelle j'ai vraiment cette liberté. Alors merci en retour à vous, frère Lex. Madame Owens, c'est toi l'entreprise. Nous avons un immense amour pour toi. Restez cool. Daniel écrit « Candace, merci d'être toi. Je suis tellement fatigué de tous ces groupes conservateurs, de Bongino à Kirk. Ils forment tous la même paire, un peu comme la gauche. Vous êtes le seul à oser sortir de la norme. Le chrétien est roi. Merci beaucoup. Je suis évidemment amie avec Dan Bongino et je suis amie avec Charlie Kirk. Et j'ai traversé beaucoup de choses avec Charlie Kirk et je prie pour qu'ils continuent tous à réussir. Et oui, c'est tout ce que je dirais. Je prie pour que tous ceux qui ont une plateforme continuent à réussir et s'engagent pleinement envers la vérité. Chaque jour, pleinement, peu importe le prix à payer. Tomahawk Elf écrit
Est-il juste d'affirmer que l'institution historique du catholicisme est aussi mauvaise, voire pire, que vos critiques et problèmes avec Israël et le sionisme chrétien? Non, je ne pense pas que ce soit du tout juste de dire cela. Tout d'abord, il s'agit ici de 3 choses différentes. Le sionisme chrétien, à mon avis, après avoir étudié l'histoire de sa naissance, je pense qu'il est légitime de se demander s'il peut être considéré comme une hérésie. Le catholicisme est, je pense, la foi orthodoxe. Je prie chaque jour pour que ce schisme soit résolu. Je le fais vraiment. À chaque messe, je consacre mes prières à demander que ce schisme soit résolu parce que, comme je l'ai dit, je crois qu'ils ont maintenu la flamme pour toute la foi chrétienne et qu'ils attendent simplement que les gens ouvrent les yeux sur l'histoire. Et Israël est un lieu au Moyen-Orient. Donc, évidemment, je ne peux pas comparer cela à l'un ou à l'autre. Nous parlons donc d'une idée, d'une foi et d'un lieu. Mary Games écrit « Faites des recherches sur Somerset Belanoff, comtesse de Branbury, propriétaire du Bohemian Grove. » Oh, j'aime bien cette information, Mary, je vais le faire. Encrypt Lake James écrit « Et les gens se demandent pourquoi j'ai la Bible de Genève avant qu'ils ne modifièrent des passages comme « Changer « Tu ne commettras pas de meurtre » en « Tu ne tueras point », sachant que tuer et assassiner ont 2 significations différentes. Je ne savais pas que c'était une autre chose qui avait été changée. Merci beaucoup. Mais oui, ce n'était que de petits changements. C'est ce qu'on appelle bouillir la grenouille. Si vous enlevez un mot par-ci, un mot par-là, les gens se rendront compte et penseront pareil. Ce n'était le cas. Land Neilman écrit « Que Dieu bénisse Candace ». Je crois fermement que prier le rosaire peut aider n'importe qui, cela clarifie et guide nos esprits pour la paix et pour dire la vérité aux enfants de Dieu. Morgan écrit « Candace, j'adore ton contenu. Si jamais tu te présentes à la présidence, je voterai littéralement pour toi. Il ne me laisserait jamais me présenter. Je ne peux être ami avec personne car on n'a pas le droit de parler d'Israël autrement que « Ils sont incroyables ». Et si tu le fais, tu n'as pas le droit de faire de la politique, sauf Thomas Massey. Il a réussi à y entrer et il le déteste aussi. C'est mon gars. Je me présenterais si Thomas Massey acceptait de se présenter avec moi, mais il nous tuerait probablement tous les 2. Lunar Bow écrit « Prompt à interviewer et à essayer d'attaquer Trump, mais il se fiche du fait que le site de Kamala ne mentionne pas sa plateforme et ses politiques. » C'est exact. C'est ce qu'ils font. Ils s'en fichent parce que c'est tribal. Et ils se disent « Ok, elle est plutôt brune, donc je vais la soutenir. » Viral Candice écrit « Kendrick a clashé Drake sur cette même rhétorique, en flattant les Noirs pour obtenir leur soutien. Des faux accents pour s'intégrer, mais les gens disent que c'est acceptable pour Kamala. » Ouais, je veux dire, Drake est un acteur. C'est son parcours. Et oui, il fait du rap. Mais je dirais qu'il y a beaucoup de mise en scène, que tu sois chanteur ou sur scène. Donc, tu sais, le cours de théâtre devient Hollywood. En fait, je lis un livre en ce moment sur Hollywood. Il s'appelle Hollywood Babylon. Il date des années 1960 et il a été interdit. Et ça m'intéresse. Brie Rush écrit « Ce n'est pas que je ne fais pas confiance à ce que tu dis sur la Bible, mais pourrais-tu ajouter des liens vers toutes tes recherches? » Oui, les gars. D'accord. Je l'ai dit 3 jours de suite. Et je sais que j'ai juste l'air d'un perroquet à ce stade. Je promets qu'avant la fin de cette semaine, probablement aujourd'hui, peut-être demain, je vais mettre tous les liens de tout ce dont j'ai parlé cette semaine parce que tout le monde a besoin de ces liens pour savoir que je n'invente rien. Je ne sors pas ça de nulle part. Mais oui, c'est juste la vérité à propos de la Bible Scofield. Vous pouvez chercher le Lotus Club, les origines du Lotus Club. Je pense que encore aujourd'hui, le Lotus Club existe toujours. Et c'était, et c'est peut-être encore, un centre sioniste. Mais oui, tout cela est vrai. Et je vais vous fournir les liens, je le promets. J'ai été très surpris que John Rich ait dit ça, car je ne lui en avais pas parlé. Il est temps de l'inviter. C'est une question de droit individuel, avec tout le respect que je vous dois. Et je le pense vraiment quand vous parlez de la guerre contre la foi catholique. Vous avez oublié une entrée, l'occupation allemande de la Pologne pendant la Seconde Guerre mondiale et la répression de masse ainsi que le meurtre de catholiques polonais. Juste pour que vous le sachiez, je n'oublie jamais. Il y a tant de choses que j'ignore et j'espère que les gens sentent que je suis quelqu'un de curieux, prêt à apprendre, à avoir tort et à m'excuser. Je viens vraiment vers vous chaque jour avec humilité. C'est pourquoi je n'aime même pas donner de leçons, car je me dis « Non, moi non plus, je ne savais pas tout ça. » Et donc, quand les gens disent « Oh, tu n'as pas mentionné ça », je n'essaie pas de ne pas le mentionner. C'est juste que, peut-être, je ne le savais vraiment pas. Bad Girl écrit « Candace, tu me rends fière d'être une femme. Continue le bon combat. Que Dieu bénisse ta famille. » Rachel dit « Il nous faut un club de lecture virtuel. » Ça arrive. Laissez-moi jusqu'en septembre.
Je reconstruis tout un site web car je soupçonne qu'à un moment donné, je serai expulsé de la vie. Aucun journaliste ne m'aime plus. Je serai expulsé de la vie. Donc je devrais avoir ma propre plateforme. Et j'y travaille. Je vous le promets. Enfin, je vais lire le message de Page. Page écrit. S'il te plaît, renseigne-toi sur Whitney Webb et son livre en 2 volumes. One Nation Under Blackmail. Tu l'aimeras autant, voire plus, que Chaos. Oui, le chantage est le nom du jeu depuis très longtemps. Et trop souvent, Israël est impliqué lorsqu'il y a des situations de chantage. Et comme je l'ai dit, la moitié des choses que tu découvres, elles sont écrites par des Israéliens. Donc, qualifier cela d'antisémite est une plaisanterie, mais c'est tout ce qu'ils ont. C'est tout ce qu'ils ont. C'est comme si tu dis quelque chose qui ne me plaît pas, je vais t'accuser d'antisémitisme et ce n'est pas juste. Bon, les gars. Malheureusement, c'est tout le temps que nous avons pour aujourd'hui, mais ne vous inquiétez pas. Nous serons de retour demain et nous parlerons d'autres sujets qui vont offenser des gens et je recevrai encore plus de gros titres me rappelant que je ferais mieux de rentrer dans le rang. Et heureusement, je vous ai, vous, qui me soutenez sur Locals. Je n'ai pas de société ou d'autres trucs bizarres à qui je dois rendre des comptes. Alors rendez-vous sur locals.com pour soutenir l'émission. Soutenez l'émission sur Candace. Procurez-vous des produits dérivés sur Candace parce que nous sommes tous désormais considérés comme des théoriciens du complot, simplement parce que nous sommes différents. Merci les amis. Je vous aime. On se retrouve demain.